4 février 1945. Les yeux du monde entier tournent vers une petite ville balnéaire de Crimée nommée Yalta. En ce jour, 3 dirigeants s'y rassemblent. Winston Churchill, Premier ministre du Royaume-Uni, Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis, et Joseph Staline, secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Ces 3 grands leaders dirigent chacun les 3 plus grandes puissances alliées, en conflit depuis désormais plusieurs années contre l'Axe, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. En ce début d'année 1945, l'issue finale du conflit ne laisse plus la place au doute. L'Allemagne recule aussi bien à l'ouest qu'à l'est, sous l'effet respectif des anglo-américains et des soviétiques, et subit en plus des bombardements incessants sur son territoire, alors que l'Italie est maintenant en grande partie libérée, avec seulement la partie nord du pays encore occupée par la Wehrmacht. En Asie, le Japon est dans une situation comparable à l'Allemagne, bombardé et repoussé par une armée et une marine américaine de plus en plus proches de la métropole nippone. C'est dans ce contexte de fin de guerre que les 3 grands se mettent d'accord sur un partage des zones d'influence. L'ouest de l'Europe sera sous contrôle britannique, et surtout américain, alors que la mainmise soviétique s'étendra à l'est du continent. En réalité, les dispositions prises à Yalta ne sont qu'une confirmation de ce qui a été convenu à la conférence de Moscou, en octobre 1944, entre Churchill et Staline. La seule grande nouveauté est l'entente sur la prochaine déclaration de guerre de l'Union soviétique au Japon, afin de définitivement faire plier Tokyo et ainsi raccourcir la guerre. Le 11 février 1945, la conférence termine donc, et une déclaration entérine l'accord. La déclaration sur l'Europe libérée, ou encore l'organisation d'élections libres et sans contrainte prévue en Pologne une fois le conflit terminé, montrent les relations cordiales qui existent encore entre les alliés occidentaux et l'URSS. Cependant, de par sa portée et son ambition de délimiter l'influence de 2 blocs, cette réunion des 3 grands marque le début d'un processus qui verra l'Ouest capitaliste, dominé par les États-Unis, et l'Est communiste, dirigé par l'Union soviétique, se séparer pour ensuite entrer en opposition durant des décennies, au cours de ce qui sera appelé la guerre froide. Dans ce premier épisode sur le déroulement de cette période, nous verrons comment les 2 plus grandes puissances alliées sont devenues rivales moins de 3 ans après la fin du second conflit mondial. Après que l'Allemagne ait capitulé le 8 mai 1945 et que la guerre soit définitivement terminée en Europe, les 3 grands se rencontrent à nouveau, en juillet de la même année, à Potsdam, une localité située à 25 km de Berlin. Cette fois-ci, les avancées des armées alliées se sont arrêtées et dessinent la sphère d'influence des 2 camps, surtout en Allemagne, occupée à l'est par les soviétiques et à l'ouest par les Français, les Britanniques et les Américains. De plus, la frontière germano-polonaise se décale de plusieurs centaines de kilomètres vers l'ouest, à la faveur de la Pologne, en compensation des gains territoriaux soviétiques à l'est, si bien que l'Allemagne perd un quart de son territoire d'avant-guerre. Aussi, 5 D sont mis en place par les occupants: la démilitarisation, le désarmement, la dénazification, la décentralisation et la démocratisation, bien que ce dernier terme ait un sens différent selon qu'on se trouve à l'ouest ou à l'est. Dans toute l'Europe centrale, des millions de germanophones sont également expulsés de leur pays pour qu'ils rejoignent l'Allemagne, afin d'éviter la résurgence d'un mouvement pan-germaniste. Parmi ces 11 millions d'expulsés, 2 millions mourront de faim ou de mauvais traitements. Cette conférence, qui s'est déroulée du 7 juillet au 2 août, se démarque cependant par les nouveaux dirigeants qui sont impliqués. Pour le Royaume-Uni, Clement Attlee remplace Winston Churchill, et surtout, le président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, mort en avril dernier, laisse la place à Harry Truman, son ancien vice-président. Ce dernier est bien différent de son prédécesseur. Sa première action une fois arrivé à la Maison-Blanche fut d'abolir le pré-bail pour l'Union soviétique dans le contexte de la guerre. Très vite, il devint le partisan d'une politique étrangère dure contre Moscou, et pour l'instant, la priorité était de s'assurer que la guerre contre le Japon se terminerait le plus rapidement possible. Ainsi, Staline promet à Truman que l'armée rouge enverrait la Mandchourie, sous contrôle nippon, d'ici quelques semaines. Pendant ce temps, une fois la conférence terminée, l'ultimatum qui avait été envoyé à Tokyo depuis le 26 juillet, qui demandait sa capitulation immédiate ainsi que l'abdication de l'empereur Hirohito, ne reçut pas de réponse. C'est alors que le 6 août, la première bombe atomique fut utilisée militairement contre la ville d'Hiroshima, suivi le 8 août de la déclaration de guerre des soviétiques, puis de l'explosion d'une 2e bombe atomique sur Nagasaki le lendemain. Le 14, l'empereur japonais annonçait la capitulation sans condition de son pays, et le 2 septembre, la Seconde Guerre mondiale est officiellement terminée sur les 4 coins du globe. En Asie, la capitulation du Japon, alors même que beaucoup de territoires étaient encore occupés par l'armée nippone, créa un grand vide. Si la Corée était partagée entre les soviétiques au nord et les américains au sud, en Chine, la libération par l'armée rouge de certaines régions, durant la dernière semaine de la guerre, propulsa les communistes locaux, dirigés par certains Mao Zedong, à un dangereux niveau d'influence, alors même que le gouvernement officiel chinois restait dans les mains du nationaliste Chiang Kai-shek. En Indochine, les mouvements indépendantistes n'attendirent pas le retour des anciens colonisateurs français pour se réveiller et proclamer leur liberté, notamment au Vietnam, où un parti d'inspiration marxiste, avec à sa tête Ho Chi Minh, déclara l'indépendance au jour même de la capitulation japonaise. Les mêmes choses eurent lieu en Indonésie, entraînant un véritable souffle de décolonisation en Asie, souffle qui n'allait pas tarder à se répandre dans les autres régions colonisées. Cependant, les yeux du monde se tournaient surtout vers une autre problématique qui paraissait à certains bien plus urgente. Avec la défaite totale de l'ennemi commun, l'entente entre les capitalistes occidentaux et les communistes perdait sa principale raison d'être.
si ce n'est la seule. Si une nouvelle guerre mondiale entre deux blocs est crainte par certains intellectuels, et l'invention très récente d'une arme surpuissante, l'arme atomique, qui a fait ses preuves lors des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, laisse présager un conflit autrement plus meurtrier. George Orwell est seulement le premier à soulever cette question, dans un article prénommé You and the Atomic Bomb, le 19 octobre 1945. À l'intérieur, il écrit que, selon lui, une nouvelle guerre classique, comme les deux derniers conflits mondiaux, est peu probable désormais, car la puissance atomique dissuaderait n'importe quel dirigeant de l'utiliser contre un pays possédant également cette arme, l'URSS étant alors sur le point de l'avoir, selon les spécialistes de l'époque, leur permettant de réaliser pleinement avec les États-Unis. C'est pourquoi Orwell explique qu'un nouveau type de conflit, indirect, discret et désarticulé, serait sur le point d'émerger entre moins deux superpuissances, l'Union soviétique et les États-Unis. Il donne même un surnom à ce concept de guerre qui n'en est pas réellement une, celui de guerre froide. Dans les mois suivant la fin de la Seconde Guerre mondiale, la peur d'une rupture entre capitalistes et communistes se fait de plus en plus précise. Le 22 février 1946, George Kennan, un diplomate américain alors basé à Moscou, envoie un télégramme long de 8000 mots à Washington. C'est le long télégramme. Dans ce dernier, il expose la pensée des dirigeants soviétiques, leur préparation pour une confrontation avec le monde capitaliste, et les mesures qu'il faut selon lui prendre afin de faire face à la force soviétique. Le problème alors le plus difficile à traiter selon ses propres mots. De par sa recommandation de baser désormais toute la politique étrangère américaine sur le combat contre l'Union soviétique, il ravive les idées anticommunistes du président Truman et de son administration. De l'autre côté, en URSS, les dirigeants, Staline en tête, formulent les mêmes inquiétudes concernant les intentions occidentales, nourrissant ainsi une paranoïa grandissante parmi les deux futurs blocs, chacun considérant l'autre comme une menace. L'année 1947 s'ouvre sur un contexte tendu. Alors qu'en Grèce, la guerre civile fait encore rage entre des rebelles communistes et le gouvernement légitime, l'Union soviétique commence à faire pression sur la Turquie pour que le pays lui donne une autorisation de passage libre à travers ses détroits. De plus, le Royaume-Uni, ruiné, fait savoir aux États-Unis qu'il ne pourra plus soutenir les anticommunistes en Grèce, ni aider Ankara à résister aux pressions soviétiques. Truman, qui s'est décidé à porter une politique étrangère résolument interventionniste, doit faire face au Parti républicain, encore isolationniste. C'est pourquoi, le 12 mars 1947, il prononce un discours destiné à faire céder les boulons de l'isolationnisme. Il explique notamment que le contexte est à une confrontation entre les régimes démocratiques, avec à leur tête les États-Unis, leurs légitimes protecteurs, et les régimes autoritaires, dirigés par l'Union soviétique. Il exprime la crainte que ces derniers, alors que la pauvreté partout dans l'Europe d'immédiate après-guerre, se répande. Il propose alors une stratégie d'endiguement, ou containment en anglais, destinée à protéger les démocraties du péril communiste. Ce discours sera la base de ce qu'on appellera plus tard la doctrine Truman, qui sera la pierre angulaire de la politique étrangère américaine pour les 45 prochaines années. En parallèle, et afin de réduire la pauvreté qui est, selon Truman, le terreau fertile de l'expansion de l'idéologie communiste, le plan Marshall, du nom de son créateur, est proposé aux nations européennes afin d'aider à la reconstruction en offrant une grande quantité de prêts. En échange, les pays bénéficiaires de ce plan devront seulement accepter d'acheter des produits américains avec l'argent de ces prêts. Ainsi, les États-Unis renforcent grandement leur influence sur l'Europe, tout en contrecarrant la montée du communisme. Si les nations occidentales du vieux monde acceptent sans hésiter, les États sous influence soviétique refusent sous la pression de Moscou. L'Union soviétique explique ce refus lors d'une conférence en Pologne, où Andrzej Danov expose la nouvelle donne géopolitique qui se forme 2 ans après la fin de la guerre. D'un côté, il y aurait les nations impérialistes, dirigées par les États-Unis, mais aussi par la France et le Royaume-Uni. De l'autre, il y aurait le camp antifasciste et anti-impérialiste, avec à sa tête l'Union soviétique, mais aussi tout pays s'étant converti à l'idéologie communiste, respectueuse d'une démocratie nouvelle et d'une fraternité entre travailleurs du monde entier. Le destin de ce dernier camp serait de s'opposer aux impérialistes, qui ne cherchent qu'à accroître leur domination aux dépens des populations colonisées et des prolétaires. Ainsi fut présentée la doctrine Jdanov, pendant soviétique de la doctrine Truman. Fort de cette nouvelle conception géopolitique, le bloc communiste refusa l'aide américaine du plan Marshall. Ainsi, la guerre froide prédite par George Orwell se faisait de plus en plus précise entre capitalistes et communistes, alors que le terme en lui-même se répandait dans les médias, avec notamment un journaliste Walter Lippmann, ou même le politicien, proche de Truman, Bernard Baruch. Alors que les tensions ne cessaient de monter, que la paranoïa était omniprésente dans les deux camps concernant les intentions de l'autre, et que le plan Marshall venait de facto de diviser en deux l'Europe, il ne suffisait que d'un affrontement, même totalement indirect, pour que la confrontation entre les deux blocs devienne claire, précise et évidente aux yeux de tous. C'est à Berlin, encore laissé en ruine par les effets du conflit mondial, qu'un événement allait définitivement faire basculer le monde dans une nouvelle ère.